Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce second épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Manon Ostens, l'une des meilleures kayakistes françaises. J'espère que cela vous plaira. En attendant, je vous laisse découvrir Manon et ses secrets. Salut Manon, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, je vais très très bien. Je suis à Séville en stage en ce moment. Aujourd'hui, c'est journée de récup, du coup, c'est plutôt cool. De ce que j'ai compris, vous avez qu'une seule journée de récupération? Oui, dans la semaine, la semaine type, c'est le mercredi après-midi récup et dimanche récup. Et le reste de la semaine, on s'entraîne. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la journée off. C'est cool. Quand tu parles de récup, c'est-à-dire que vous faites absolument rien? Ouais, exactement. On fait la sieste, des bons petits plats et ce qui nous fait plaisir et ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire dans la semaine. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui aiment bien se balader en ville ou voilà avoir entre guillemets une vie normale. Et moi, je pense que je suis tellement cramée à chaque fois de la semaine que je zone un peu. Voilà, je suis un peu un zombie et donc voilà, je prends le temps d'appeler. Ma famille et les gens de mon entourage que j'ai pas eu le temps de voir ou d'avoir au téléphone et souvent je reste tranquille. Ok, parce que je te demandais ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment de repos pour les kayakistes et qu'il y a tellement de séances. En fait, peut-être repos, c'est peut-être qu'une seule séance ou qu'un seul footing ou. Non, là c'est repos, repos. On peut dire on fait des petites séances dans la semaine qu'on appelle régénération où c'est de la récup active. Mais la demi-journée du mercredi après-midi et le dimanche, c'est vraiment repos, repos. Et c'est aussi repos physique, mais mental. Donc, on fait des choses aussi qui nous plaisent. Et souvent, des petits repas, un peu les cheat meals ou les trucs comme ça, c'est les repas plaisir, c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, donc t'as fait un cheat meal, t'as bien mangé ou tu prépares ton repas de ce soir, c'est ça? Ouais, moi je suis plus sur j'adore les petits déjeuners, c'est vraiment le repas préféré de la journée et du coup là je prends vraiment le temps de manger et même plutôt de manger des choses qui sont peut-être pas forcément très digestes le reste de la semaine et quand tu as une séance derrière t'évites de le manger et là le beurre de cacahuète ou la pâte à tartiner noisette genre là c'est pas mal. Genre, le dimanche matin, je me fais bien plaisir. Ouais, mais moi, avec toutes les séances que tu fais, dont on va reparler, finalement, ça passe un peu inaperçu de manger un peu de beurre de cacahuète, toute pâte à tartiner. Oui, oui, c'est sûr. Quand c'est occasionnel, comme ça, une fois ou deux dans la semaine, franchement, ça fait du bien au mental et puis le corps, finalement, il élimine assez rapidement. J'ai pas envie d'être hyper drastique et tout le temps me priver des bonnes choses et tout et être hyper carré. Je le suis en fonction des séances pour pouvoir bien récupérer et optimiser en fait la récup par l'alimentation entre les séances. Mais à part ça, j'aime bien, je suis très gourmande. Alors, quand je peux bien me faire plaisir, j'en profite. Tu sens l'impact de l'alimentation sur tes séances? Tu sens que si tu manges par exemple du beurre Ouais. de cacahuète le matin, après t'es moins bien sur ta séance? Ça dépend vraiment la quantité que je mange surtout et combien de temps avant. Ça rentre aussi en compte. Mais ça va être plutôt si en termes d'apport en féculents, en énergie à côté, j'ai pas eu le bon ratio, je vais être un peu plus fatiguée à la séance ou si j'ai mangé trop proche de la séance, je vais avoir encore le repas sur le bidou et j'aurais pas eu le temps de bien digérer. Donc ouais, quand même, selon ce que je mange le matin, je le sens, ou même le midi, je le sens sur la séance d'après. Ouais. Ok, donc ça veut dire qu'en temps normal, quand tu t'entraînes, c'est-à-dire pratiquement toute l'année, tu as une alimentation qui est assez carrée alors. Moi, j'essaie. Ouais, et au plus je vais approcher des compètes, au plus je vais vraiment être un peu plus stricte, on va dire, ou voilà, je vais m'accorder un peu moins de déviance, mais ça va être surtout sur comme musculairement, ça a énormément d'impact. Je sais que
pour mieux récupérer. L'an dernier, j'ai eu un peu des douleurs musculaires à l'effort à force de me mettre des cartouches parce qu'on travaillait vraiment cet aspect-là parce que j'ai plutôt un profil aérobie. Et le sprint, quand même, ça demande énormément de force musculaire et de puissance. Et du coup, avec le coach, on a orienté vers vraiment un peu plus vers la prise de masse, les choses comme ça. Et mon corps, ça l'a bien choqué et j'avais vraiment du mal à récupérer. Du coup, j'ai vraiment axé l'alimentation. Ça m'a aidé avec une alimentation très basique pour vraiment éliminer l'acidité, les choses comme ça et à être sûr d'avoir un bon apport en protéines et surtout bien les assimiler avec les aliments à côté qui étaient qui correspondaient bien et qui le permettaient. Est-ce Donc que tu ouais, prends c'était hyper des compléments important. alimentaires aussi? Non, avec le pas trop en fait. Vraiment, c'est si la prise de sang, on fait des prises de sang une ou deux fois dans l'année pour voir s'il y a des petites carences. Et là, souvent il y a un peu de magnésium, donc je prends des compléments alimentaires en magnésium. Après, avec le nutritionniste, on essaie d'apporter vraiment tout par l'alimentation. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je suis hyper carrée. C'est pour être vachement là-dessus. Après, par moment, je fais aussi des cures de spiruline. Voilà, ça reste quand même assez naturel. Je, pour moi, je me dis que le corps, normalement, il n'a pas besoin de compléments alimentaires. À l'origine, on n'en avait pas. Et du coup, il peut très bien s'en sortir, même si on repousse nos limites. Avec l'alimentation, si elle est de bonne qualité, avec des bons produits, je pense que ça peut suffire. En tout cas, à partir du moment où j'ai été vraiment rigoureuse là-dessus, et ben j'ai senti vraiment la différence et j'avais pas besoin de prendre les compléments alimentaires. Et souvent, j'ai l'impression qu'on les assimile moins bien en fait. Donc voilà, je suis plutôt nature quoi. Ouais, j'ai l'impression que on assimile moins bien. C'est vrai qu'on assimile moins bien parce qu'on découvre tout ensemble. On n'a pas les synergies qu'il y a. Tu parlais de nutritionniste. Est-ce que c'est courant dans le milieu du kayak d'être suivi par un nutritionniste? J'ai pas l'impression. Du moins, j'ai pas vu cette information nulle part. En fait, sur les structures, on a accès aux nutritionnistes. Après, ça dépend de nous de si on a envie de s'en servir ou pas. En fait, c'est comme le kiné, c'est comme la prépa mentale. Je sais qu'en fait, ouais, on les a à disposition et moi, j'ai vraiment voulu bosser avec. Il y en a 3-4 dans l'équipe féminine là, que je sais qu'elles bossent aussi avec. Donc, je pense que ça dépend vraiment. De la démarche et du projet dans lequel on est et si on en ressent la nécessité ou pas en fait. Mais ouais, j'ai l'impression que de plus en plus ça se démocratise Ça fait en tout cas. longtemps toi que t'es suivi. Ça fait longtemps que t'es suivi d'un point de vue nutrition? On a souvent eu des petites interventions et avec ma formation en kiné, j'avais quand même pas mal de notions. Mais ça fait 2 ans là quand j'ai commencé à avoir un peu mes douleurs musculaires à l'effort où j'ai vraiment axé là-dessus avec cette notion d'acidité et des aliments plutôt basiques. Et là, j'ai vraiment vu une différence. Donc, c'est là où j'ai mis les bouchées doubles, on va dire, là-dessus. Et où j'ai vraiment fait un suivi plus régulier. Et tu parlais de préparation mentale, c'est quelque chose que tu fais aussi? Ouais, j'ai un peu plus tardé à le mettre en place parce que à chaque fois que j'y suis allée et que les personnes avec qui j'ai été en contact, j'avais l'impression que je le faisais déjà en autonomie et très naturellement. Et quand je suis allée les voir, je leur dis bah voilà, moi j'aimerais travailler la prépa mentale, approche de cours, gestion du stress. Euh, Comment vous pouvez m'aider? Et en fait, ce qui m'apportait, les pistes qu'il m'apportait, je leur dis bah je le fais déjà et c'est plutôt pas mal en place. Et du coup, et avec le coach, on a quand même une très très bonne relation, on se connaît depuis longtemps et limite ça s'était mis en place naturellement. Après, là, il y a eu, j'ai rencontré d'autres personnes avec qui m'ont ouvert d'autres portes en fait et de nouveaux horizons. Et du coup, là, ouais, ça pareil, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans, où vraiment je m'y suis mise.
Mais Ok. jusque-là, j'avais pas ressenti le besoin. J'avais l'impression d'avoir suffisamment d'atouts et suffisamment d'aide et d'être suffisamment encadrée avec les connaissances du coach, ma famille qui est très proche et qui a un gros soutien aussi psychologique pour moi. Ben, là-dessus, ça allait vraiment bien. Et j'ai découvert qu'il y avait encore d'autres options et que je pouvais encore optimiser là-dessus. Et du coup, bah, là, je me suis mise à bosser aussi avec la prépa mentale. Tu parlais, donc je sais que tu es kiné, tu l'as dit. Est-ce Oui. que tu vas souvent chez le kiné aussi, entre les séances, après les séances Ouais, est-ce que tu fais appel au service d'un kiné en tant que ouais, kiné? ouais. Bah, même si je suis kiné, bah, au moins, c'est dur de se masser tout seul pour récupérer. Non, j'essaie d'optimiser avec les ventouses, le complexe, la presso, le rouleau, les étirements, vraiment là-dessus en autonomie. Et après, parce que je peux pas aller entre chaque séance chez le kiné, et du coup, j'y vais 1 à 2 fois par semaine, ouais. Et plus un suivi ostéo 1 fois par mois. Donc Ok. ouais, c'est assez. J'aime bien. C'est mon petit protocole, mon petit rituel dans la semaine, et donc ouais, Ouais, donc tu ça fais vraiment pas mal de choses pour être Ah à un ouais. haut niveau, j'ai envie de dire. Ouais. J'essaie d'être le plus professionnel possible, et en fait, je sais pas si c'est une bonne recette ou pas, mais dans tous les cas, moi, je sais que le fait d'être dans cette démarche-là et dans cette dynamique-là, j'ai l'impression de bien faire les choses, et du coup, ça me met en confiance. Et je sais et je trouve pas ça que ce soit une contrainte. Limite, j'ai l'impression que ça m'apporte plus qu'autre chose d'avoir cette hygiène de vie et cette optimisation entre chaque séance. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as mis en place? La méditation est pas mal à la mode, entre guillemets. Est-ce que ça t'arrive de méditer, par exemple? Non, ça j'ai jamais fait. C'est comme la sophrologie, c'est des pistes qui sont là, et pour le moment, je me dis que je veux bien m'approprier les choses que j'ai en ce moment en place. Je suis plus sur des exercices de respiration, mais je pense que ça peut s'en rapprocher. C'est comme le pilate et le yoga. On fait pas. J'adore le pilate, et le yoga de temps en temps j'en fais, mais c'est un petit mixte en fait. Mais voilà, yoga et méditation, c'est des choses que je sais sur lesquelles, si j'ai envie de rajouter des choses à mon entraînement, dans ma préparation, je peux m'orienter là-dessus, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé un peu des équivalents qui me correspondent vraiment bien pour le moment, et peut-être un jour j'en aurai marre de les faire et je m'orienterai plus vers le yoga et la méditation. Tout à l'heure, tu disais que la pratique du kayak n'était pas professionnelle, et j'ai pu voir Mm. en faisant mes recherches que, comme tu étais kiné, que tu faisais de temps en temps des remplacements jusqu'à temps que tu deviennes, si je dis pas de conneries, athlète.p. C'est ça. Euh, et donc, depuis que tu es athlète.p, tu n'as plus besoin de faire de remplacement, en fait. Alors, en Ouais. fait, j'ai été diplômée en juin 2017. Et en suivant, j'ai voulu pratiquer, parce que voilà, c'est vraiment un métier que j'ai toujours voulu faire et qui me plaisait. Et donc, je voulais faire des remplacements en début de saison et faire la fin de saison, en étant complètement détachée et à fond dans le kayak. Sauf que c'était pas toujours compatible, parce que voilà, quand même, quand on est en remplacement, même si c'est que quelques mois dans l'année, bah, c'est quelques mois à fond, à fond, à fond. Et du coup, on peut pas forcément optimiser l'entraînement à ce moment-là, parce que ça fait des journées de dingue. Et du coup, j'ai essayé et je me suis dit, bah, ça me correspond vraiment pas. Et du coup, la Fédé, elle m'a trouvé en relation avec le ministère des Sports, ce qu'on appelle le contrat PAC de performance, où ils mettent en relation les fédérations et des entreprises qui veulent créer des teams athlètes et qui veulent en fait sponsoriser. Et donc moi, j'étais rentrée dans la team Point P. Et on était une quinzaine d'athlètes dans la France, et du coup, c'était vraiment très enrichissant. Mais et ce qui me permettait, ouais, plus mes sponsors du département et la structure d'aide qu'il y a pour les sportifs de haut niveau qui préparent les Jeux du département, tout ça, ça me permettait en fait d'être presque comme un professionnel. J'ai pas le statut, mais je pouvais très bien vivre de mon sport. Enfin, très bien. Je pouvais vivre de mon sport. C'est pas le foot ou un autre sport. Et du coup, ouais, c'est vraiment la,
assez rare en fait dans le kayak parce que c'est pouvoir être sponsorisé et suivi comme ça, comme c'est un sport très confidentiel, c'est pas tous les athlètes qui peuvent le faire et j'ai vraiment eu cette chance là et c'était vraiment cool. Après là avec le coronavirus, et ben j'ai perdu ce pack de performance. Point P a mis fin à ce partenariat. Et du coup, la Fédé a essayé de me trouver un autre contrat. Et donc voilà, on est un peu entre deux eaux en ce moment, mais j'arrive quand même à bien m'en sortir avec aussi ce que je peux avoir au niveau du département, qui a un énorme soutien et des collectivités, quoi. Ah merde, ah ouais, c'est pour ça que tu parlais au passé, j'allais te demander où ça en était ce partenariat avec Point P. Et Ouais, donc non, ça s'est arrêté parce que il y a eu le virus et que les JO ont été ouais. décalés, c'est ça? C'est plus parce que l'entreprise, avec le virus, c'était un peu plus compliqué et du coup, ils ont préféré en fait mettre un terme à ce contrat-là et plus s'orienter vers leurs employés. Ok. Donc ouais. Donc je l'ai perdu cette année et là, la Fédé, elle essaie de compenser un peu et de m'aider un peu avec les aides, mais après, c'est pas une grosse fédération non plus, donc elle fait ce qu'elle peut et on est plusieurs athlètes, donc voilà. Mais quand même, je suis bien encadrée, bien soutenue, même au niveau des collectivités, c'est plutôt cool. Je m'en sors quand même encore bien, en fait, on va dire. Ok, ah ouais. Ah ouais, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que c'est vrai que dans le kayak, comme on en parlait hors antenne, c'est un sport qui est assez confidentiel. C'est très Oui. difficile d'avoir des informations quand, en plus, comme moi, quand t'es pas en club et que tu fais un peu de ton côté, Ouais. tu trouves rien. Donc, Bah oui, ouais, c'est sûr, on n'est pas très bon là-dedans à faire parler de notre sport, à être. On est tellement passionné qu'on comprend pas pourquoi les gens sont pas autant à fond et passionnés que nous. Mais là-dessus, il faut qu'on arrive à évoluer et à en parler. Et je trouve, je suis toujours contente en tout cas de faire découvrir le canoë-kayak et c'est un sport de pleine nature et je m'éclate et je me dis j'ai envie de faire partager ça, donc c'est vrai que ouais, c'est bien d'en parler. j'ai un début d'explication, je te le donne. Mais en fait, c'est Vas-y. que tous les athlètes de l'équipe de France, en fait, vous postez très très peu sur les réseaux sociaux. Mais vraiment très très. J'en parlais avec Sarah dans le précédent podcast, mais vous montrez très peu d'entraînement. Il y a presque rien et tu vois, moi en tant que passionné, en fait, je suis à la recherche de la moindre info, etc. Je regarde. Et c'est vrai qu'il y a pratiquement rien en fait. Là, vous êtes à Séville. Il y a dû y avoir deux trois petites stories qu'ont mis les garçons. Ouais, Les filles, vous avez rien mis. À moins que j'ai loupé quelque chose, mais vous avez absolument rien mis. Il y a quelques photos que Léa a mis ce matin. Euh, ouais, donc tu vois, il y a pas grand chose. Alors que pourtant, moi, je pense que vous pourriez être médiatisé beaucoup plus en fait. Franchement, c'est possible, vraiment, hein, mais je pense que c'est pas trop dans notre culture en fait. On aime bien faire notre truc, c'est notre passion et c'est vrai que faire on n'a pas les automatismes et les réflexes. C'est vrai qu'on pourrait plus le faire. ouais, tu vois, par exemple, chez les étrangers, tu as les Autrichiennes. Vicky Schwartz, c'est sa Ouais. partenaire qui poste souvent. Et on voit, elle, à mon avis, pour les sponsors, elle doivent pas trop avoir de problème. Euh, non, mais c'est vrai, tu vois, il y en a quelques-uns. T'as Pimenta chez les hommes aussi, qui marche bien. T'as Poulsen, le Danois, qui marche bien aussi. Et mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, moi aussi, je déplore un peu la situation. C'est vrai que les performances ne suffisent plus pour être sponsorisées, quoi. Si t'as pas une visibilité et une image sur les réseaux sociaux, j'espère que ça changera un jour, mais c'est vrai que c'est difficile d'être sponsorisé, où une marque va préférer quelqu'un qui fait pas de performance, qui fait rien, et puis qui a 500 000 abonnés, plutôt que Manon, Oui, mais je pense. qui a des perfs de dingue, mais qui est pas connu du tout, quoi. Ouais, mais c'est parce que je pense que je préfère faire du sport euh, que vas-y, on va qu'être sur mon téléphone à essayer de faire des petites stories et tout. On essaie de se motiver, dire allez, là c'est parti, on fait une photo, on fait ceci. Mais on est tellement dans notre truc, tellement dans notre univers que je pense qu'on a aussi un peu de mal à s'ouvrir et c'est vrai qu'il faut qu'on évolue là-dessus, ça c'est certain. Ouais, moi, avec ce podcast et puis avec tout ce que je vais essayer de mettre en place, le but c'est essayer de vous mettre un peu plus en avant parce que c'est vrai que
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, à apprendre. Franchement, pour moi, c'est assez fou, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. J'avais une question sur tes débuts, donc je vais pas te faire répéter ton laïus habituel, mais j'ai pu lire que tu avais fait pas mal d'activités sportives avant de faire du kayak, que tu étais un peu multisport. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Oh là, faut que je me souvienne, ça remonte à loin. Non, non, j'ai toujours été passionnée de sport. Après, mes parents ont commencé par me mettre à la danse et mon frère au foot, un grand classique. Ouais, et on a fait l'escalade tous les deux en commun et donc on avait commencé là-dessus et aussi de la gym. Donc voilà, après on a déménagé et là, mon frère voulait faire du kayak et comme on venait de déménager, du coup, il voulait pas y aller tout seul, donc on m'a un peu forcé à aller avec lui et c'est comme ça que j'ai débuté le kayak et que j'ai vraiment adoré. Mais donc on a commencé aussi avec d'autres sports à côté, le karaté et un peu de tennis. Et en fait, mes parents avaient une règle, c'est si on voulait faire un sport et qu'on prenait la licence, on allait jusqu'au bout de la licence et on faisait l'année. Et donc, il y a des sports qui nous plaisaient plus ou moins. Donc, et on finissait l'année et l'année d'après, on se disait, non, on veut tester autre chose ou pas. Et c'est comme ça aussi que j'ai fait du basket, de l'équitation, du badminton, un peu de volley, un peu d'athlé. Et le mieux, c'était les UNSS au collège. En fait, je pense que j'étais accro au sport et j'adorais ça et j'adore toujours. Et du coup, je me souviens au collège, je m'inscrivais à tous les UNSS possibles qu'on pouvait faire. Donc, entre midi et deux, j'avais tout le temps 1 heure de sport. Plus, par moment, il y avait des UNSS le soir. Et comme ma mère, elle est infirmière scolaire au collège, et elle finissait un peu plus tard. Donc, c'était parfait. Au lieu de rester à l'infirmerie à faire mes devoirs, et j'en profitais pour aller faire l'heure du UNSS. Et comme ça, on finissait ensemble et je faisais les devoirs après à la maison. Et je sais que du coup, voilà, j'étais à l'UNSS badminton, à l'UNSS basket, à la section basket, au volley, à l'athlétisme. Je faisais tous les crosses. Le week-end, j'avais kayak du coup. J'étais aussi licenciée dans un club de basket parce que ceux qui étaient à la section étaient suivis au club. Donc, le vendredi soir, il y avait aussi basket. Et le dimanche matin, j'allais à équitation. Et dimanche après-midi, souvent, c'était les compètes de kayak. Donc, voilà, je n'arrêtais pas et c'était trop mon kiff, quoi. Tu faisais du sport tous les jours, en fait. Ouais. Mais ce qui était dur, c'était les vacances. Les vacances scolaires, du coup, et on avait, sur les 2 semaines, il y avait une semaine où il y avait des stages de kayak. Donc, ça, c'était génial. J'y allais à fond et tout. Et la deuxième semaine, plus de stages de kayak, plus du NSS, tout était en vacances. Enfin, du coup, tout était fermé. Et genre, j'étais insupportable à la maison. Mes parents, ils me faisaient faire des tours de maison parce que ils me disaient, mais là, maintenant, t'es trop chiante, quoi. Genre là, on n'en peut plus. Va faire 3 fois le tour de la maison ou du jardin. Et comme on avait un hectare, du coup, c'est bon, ça avait le temps de m'occuper. Je revenais après, j'étais bien. On pouvait me demander ce que je voulais. Mais vraiment accro au sport, quoi. Et Donc, t'étais forte dans tous les sports que tu pratiquais ou il y en avait où t'étais vraiment très douée, très forte et d'autres assez mauvaises? Comme quand on débute, en fait, à chaque fois que je débutais un sport, j'étais pas très très bonne. Par contre, j'avais forcément la caisse avec tout le sport que je faisais. Donc, j'avais une condition physique qui, je pense, me permettait de me démarquer. Et après aussi, je suis une travailleuse, donc et j'aime pas être nulle. Du coup, je travaillais énormément la technique et donc je progressais assez rapidement. Et à la base, je faisais que l'UNSS basket. Et à l'UNSS basket, ils m'ont dit, si tu veux, t'es plutôt forte, du coup on te prend à la section si ça t'intéresse. J'ai dit ah ouais carrément, alors que j'avais pas passé les tests. Et à la section, c'était aussi les filles avec qui je jouais en section, elles étaient en club et ils m'ont dit viens en club et tout, nous on te veut trop dans notre équipe. Et donc je pense au basket, ouais, c'était pas mal. Même
au lycée, c'était la question, soit j'allais en section sportive basket, soit en section sportive kayak, et bah, j'ai choisi le kayak. Mais ouais, c'était, je pense que quand je suis à fond dans un sport et que je m'éclate, voilà, je suis plutôt douée. Et sur les crosses, les GNSS cross aussi, j'ai fait plusieurs fois les championnats de France. J'ai été souvent championne départementale, sur le podium au niveau régional. Donc, ouais, je pense j'étais sportive, quoi. Et je sais que ton frère fait aussi du kayak de descente. Il était fort aussi en sport. C'est de famille en fait que vous étiez travailleur et plutôt fort en sport à la fin. Lui, il était doué et il aime bien le sport. Genre, il aime bien se mettre des déchires et tout, mais un peu moins la compète. Genre, il aime bien ça, mais par moment, bah, s'il était fatigué, je pense, il préférait se reposer ou aller avec les copains. Il adore le sport, il aime bien se mettre des grosses déchires, mais par moment, il aimait bien aussi faire sa vie. Et donc, je pense que c'est là où ça a fait la différence. Il a quand même été médaillé en championnat d'Europe en junior. Il a été en équipe U23. Et après, il a pris l'option plutôt études. Moi, je suis vraiment une accro de la compète, contrairement à lui. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et après, depuis tout petit, on fait du sport. Et je pense que c'était une habitude, un peu touche à tout. Et une fois qu'on est mordu, j'ai l'impression que ça rentre dans notre quotidien et c'est dur de faire sans. Et notre petite sœur aussi a suivi et elle aime bien faire du sport, mais elle est encore moins compète. C'est vraiment sport plaisir et elle s'éclate là-dedans. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote qui est vraiment marrante, euh, un exemple tout bête, c'est quand elle fait son premier cross au collège. Elle est partie, elle était plutôt en tête, voilà, elle courait, elle faisait son truc et dans le groupe de tête et sa copine, elle se tord la cheville devant elle. Bah du coup, elle s'arrête et elle va finir la course avec elle. Donc elles finissent vraiment vers la fin. Mais elle l'a aidé à finir et à l'accompagner. C'était une petite foulure, donc elle pouvait marcher, sa copine, et du coup, elles ont fini toutes les deux en marchant. Et alors, complètement l'inverse, moi, à sa place, et je serais passée à fond, j'aurais dit yes, une en moins, quoi. Et donc, c'est vraiment là où on se rend compte qu'on n'a pas du tout le même esprit de compétition. Et moi, je trouve ça beau, en fait, ce qu'elle a fait. Et je trouve ça vraiment génial. Et pour ça, en fait, pour ce côté qu'elle a aussi, moi, je l'admire énormément. Et parce que moi, je pense que mon instinct de compétition, il prend le dessus en course. Et genre, c'est pas de cadeau, je crois. Tu dis qu'au lycée, tu as dû choisir entre le basket et le kayak pour rentrer Ouais. en sport-études. Est-ce qu'à partir du moment où tu es rentré en sport-études kayak, tu ne pouvais plus faire que du kayak? Est-ce que j'ai le pôle espoir de Pau, c'était soit sport-études au lycée à Périgueux, soit le pôle espoir de Pau en kayak, et Périgueux c'était le basket. Et du coup, ouais, là on avait une planif d'entraînement et ça rentrait pas dedans en fait. On n'avait pas basket. La seule fois où on avait basket, c'était en sport, en cours de pêche. Donc non, ouais, j'ai arrêté vraiment le basket à partir du lycée, mais aussi parce que je trouvais vraiment mon compte dans le kayak et l'ambiance qu'il y avait, la dynamique du pôle espoir, genre vraiment, elle m'a galvanisée et j'adorais ça. Et je pense que l'ambiance qu'il y avait au basket, c'était plus un groupe de copines sur du collège et qui allait un peu se dispatcher au lycée. Et je pense que c'est ça aussi qui me motivait. J'adorais la compétition, le sport d'équipe au basket, mais et les copines. Et je pense que ça, je l'aurais un peu perdu sur le sport-études. Et le kayak, je pense, c'est vraiment le sport qui me plaisait au-delà de l'ambiance entre copines. On reste avec les copines du collège, quoi. Donc, c'est ça aussi qui a penché dans la balance. Et j'avais aussi plein de copines au kayak, donc ça va. T'avais plus de résultats en kayak qu'au basket au moment de ce choix? Euh, euh,
Bah oui, genre, je sais plus, à 1 an près, je sais jamais. Je crois que j'étais cadette une. Ouais, j'avais fait les championnats de France de descente. J'avais été championne de France en descente, en cadette une, tandis que au basket, j'étais restée au niveau régional. Mais c'est pas ça, c'est plus l'ambiance des championnats de France où on est en camping, c'était au bord de l'Argentière, et puis c'est une grande famille le kayak et je pense que c'est vraiment ça qui m'a plus motivée que les résultats, parce que au final j'avais aussi plein de portes ouvertes dans le basket, mais c'est pas du tout la même organisation au niveau fédéral et au niveau de la commission nationale. Donc c'est difficile de comparer les résultats l'un et l'autre. Mais c'est vraiment, je pense aussi, comme mon frère était dans le kayak, il m'a aussi un peu convaincue. Il m'a dit, mais Manon, tu t'es qu'à être plus dans le kayak. Le choix, il est tout vite fait, quoi. Enfin, on était ados, donc il l'a pas dit comme ça, et on s'était un peu crêpé le chignon. J'étais là, mais je fais ce que je veux, c'est ma vie. mais mais au final, je l'ai écouté, et c'est vrai que du coup, on s'est retrouvés tous les deux au Pôle Espoir, et ça, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Et à partir du moment où tu as été en pôle espoir, est-ce que justement tes progrès se sont accélérés en kayak? Tu as vraiment senti une Ouais, différence? ah ouais, ouais, parce qu'en fait, le premier club où j'ai commencé le kayak, c'est pas du tout le BE, il avait pas du tout une dynamique de compétition. C'était vraiment kayak plaisir, quoi. On vous apprend à naviguer, on vous apprend à être en harmonie avec la rivière, à vous éclater dessus, et puis à vous éclater, à découvrir de nouvelles rivières, d'être au milieu de ces paysages magnifiques qu'on peut avoir accès que en bateau. Et du coup, bah voilà, j'étais plus dans cette dynamique-là. Mais comme je suis hyper compétitrice, ben il y avait 1 ou 2 courses qui avaient au niveau départemental et régional. Et là, c'est d'autres clubs qui m'ont dit, mais tu sais qu'il y a ça, tu sais qu'il y a cette compète-là, tu sais que tu peux être là-dedans et que tu es doué. Et moi, comme j'aimais ça, bah, mes parents, ils ont suivi. Et c'est là où on m'a dit, mais là, tu as fait les tests, tu peux être pris en Pôle Espoir. Et donc, j'ai d'abord été invitée sur les stages de par mes résultats que j'avais fait sur le peu de compètes que j'avais fait. Et c'est là où j'ai découvert le monde qu'il y avait derrière et la progression que je pouvais avoir. Et c'est là où je me suis dit, bah là, je veux rentrer en Pôle Espoir, je veux passer les tests pour voir si je peux rentrer. Et en fait, à chaque stage, j'étais une éponge. Il y avait des coachs qui étaient dans la compète, un truc, et du coup, je prenais le retour, j'avais des cahiers, j'écrivais tout ce qu'on pouvait me dire et tout. Et jusqu'au prochain stage, jusqu'aux prochaines vacances, ben, je travaillais ça sur les séances de kayak que j'avais et tout. Et aussi, comme j'étais qu'avec des gars, c'était un tout petit club, il y avait 3 gars plus âgés que moi, bah, je m'accrochais pour les 6, je voulais pas être le boulet du groupe. Et donc, j'étais tout le temps à fond, à fond, à fond. Et je pense aussi, c'est ça qui m'a fait progresser. Et arrivé au Pôle Espoir, bah là, tu as un coach tous les jours, tu as un plan d'entraînement. Et là, j'ai commencé vraiment à passer des caps et à progresser. J'ai découvert ce que c'était la muscu. Enfin ouais, c'est vraiment avoir une planif organisée et tout. Et ça, c'était vraiment, ça m'a fait passer des caps. Et chaque année, bah voilà, j'apprenais encore plus, et j'avais cette soif aussi de découvrir jusqu'où je pouvais aller. T'avais des objectifs quand t'es rentré en pôle espoir? Est-ce que tu voulais être championne du monde de descente, par exemple? Ouais, bah en fait, déjà j'ai découvert très tard qu'il y avait des championnats de France, et après quand je me suis retrouvée au championnat de France, j'ai dit ah trop cool, moi je veux gagner, quoi. Et j'ai été championne de France, et donc là je me suis dit bah j'avais gagné la classique, et je pense je sais plus ce que j'ai fait en sprint, mais j'étais pas sur le podium. Je pense que j'avais bien, où je devais faire 2 ou 3. Et je me suis dit, bah, là, faut que je progresse en sprint. Et après, on m'a dit, mais tu sais qu'il y a des championnats d'Europe. Et c'est là où je me suis dit, bah ouais, je vais, enfin, championnat d'Europe et championnat du monde. Et je me suis dit, ouais, si je rentre en Pôle Espoir, que j'ai une planif et tout, comme j'ai été championne de France, genre, ouais, je vise l'équipe. Sauf que c'était en junior et que j'étais cadette 2. Et je me suis dit, bah, là, quand même, mes temps, ils sont bons. Je veux tenter ma chance. Je veux y aller. Donc, j'ai été surclassée. Et j'ai fait une médaille des cadets 2 au championnat d'Europe junior. C'est 1 an sur 2 mondiaux et Europe. Et du coup, ouais, c'est à partir de là, j'étais sur le podium chaque année en descente sur des compètes inter. Ok, ah ouais, bah, c'est super, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, à partir de quel moment tu t'es dit, parce qu'en descente,
t'es l'une des meilleures, quoi, parce que je comprends bien. Et à partir de quel moment tu t'es mis, t'as voulu essayer la course en ligne, en fait? C'est les challenges jeunes minimes où j'ai découvert la course en ligne. Je me suis dit, ah, mais il n'y a pas que la descente et le slalom, il y a de la course en ligne aussi. Et parce que dans mon club, il y avait 0 bateau de ligne. En fait, je savais pas du tout qu'il y avait ça, que ça existait. Et en fait, sur les challenges minimes, ils te font découvrir, et c'est des combinés de course en ligne, de slalom, de descente, de kayak polo. Il y a du lancer de corde, il y a vraiment tout. Et ça, je trouvais que c'était une super école pour ceux qui n'ont pas des gros clubs sur lesquels avec des grosses dynamiques. Et du coup, j'ai un peu découvert sur le tas qu'il y avait de la course en ligne et que genre c'était aussi un effort qui me plaisait énormément, un peu qui ressemblait un peu au cross ou à de l'athlé et que dans lesquels aussi j'arrivais à m'exprimer et à mettre des grosses déchires physiquement, et ça j'aimais bien. Et donc là j'ai découvert la ligne avec les régates nationales où j'ai fait des podiums alors que j'avais mon petit vieux, genre ça faisait 2 mois que je faisais de la course en ligne avec un bateau bien stable, un bon paquebot et tout. Et après, je me suis quand même, je suis repartie sur la descente, mais c'est resté quand même dans un coin de ma tête. Et il y a eu les Jeux Olympiques de la jeunesse, les premiers qui sont arrivés en 2010. Et je me suis dit que voilà, je me suis entraînée pour. Et je suis allée à ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Et je me suis dit, mais en fait, les Jeux Olympiques, c'est un truc de dingue. Genre, et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était. Et c'est là aussi où mon rêve un peu olympique a pris naissance. Et je m'éclatais dans la descente. Je me suis dit, moi, je veux faire championne du monde de descente. Et le jour où j'y arrive, je veux passer à la ligne parce que pour viser encore plus haut et je veux vivre des vrais Jeux Olympiques, quoi. Et donc, du coup, voilà, ça a un peu mûri comme ça. Et au Pôle Espoir de Pau, c'était plutôt slalom descente et c'est un peu compliqué pour faire de la course en ligne. Et en junior 2, j'ai été prise au Pôle France de Toulouse. Donc, j'ai quitté le Pôle Espoir et je suis allée au Pôle France. Et là, il y avait les 3 et j'étais plus du coup sur course en ligne et descente et j'ai commencé à faire vraiment une prépa en course en ligne. Et du coup, en junior 2, j'étais en équipe de course en ligne et de descente. Et j'ai fait 3e en sprint, en classique, et sur du 1000 mètres en course en ligne. Donc voilà, j'ai fait 3e partout. Et c'est pas de jaloux comme ça. Moi qui connais pas du tout la descente, est-ce que la technique ressemble à celle de la course en ligne? Parce que tu dis qu'au bout de 2 mois d'entraînement, t'étais déjà super forte en course en ligne. Est-ce que ça ressemble le coup de pagaie? Il y a des grandes similitudes. En fait, la descente, c'est un mix du slalom et de la course en ligne, je veux dire. Donc, on peut arriver à s'en sortir. On est beaucoup plus polyvalent quand on fait de la descente, pour aller dans un bateau de ligne ou pour aller dans un bateau de slalom. Mais faut quand même arriver à s'adapter à l'embarcation et il y a il y a quand même, c'est pas tout à fait pareil. C'est une pale creuse et il faut faire glisser le bateau. Ça, c'est pareil, mais la stabilité n'est pas pareille, la forme de pagaie n'est pas pareille, c'est du plat, mais il y a des grandes similitudes et moi, je sais que la course en ligne m'a énormément apporté. La gestuelle, en tout cas, et la glisse que j'arrive à avoir en course en ligne m'a énormément apporté pour la descente. Et je pense mon parcours d'avoir fait énormément de sport et d'être assez travailleuse m'a fait aussi m'adapter très vite. Donc je sais aussi, je pense m'adapter assez rapidement d'une embarcation à une autre. Et je pense que ça se développe et je pense que c'est pour ça aussi que j'arrive à bien m'exprimer dans les 2 disciplines. Ouais, j'allais dire, moi je trouve ça assez incroyable de pouvoir naviguer entre les 2 disciplines, sachant qu'à chaque fois tu dois t'entraîner pour une compétition en particulier, donc soit plus faire de descente ou plus de course en ligne. La stabilité, elle ressemble un peu ou j'ai l'impression qu'à course en ligne, pour connaître un petit peu, c'est assez instable. C'est pareil sur les bateaux de compète de descente?
Et mais, en fait, moi, je trouve un bateau de descente bien plus stable qu'un bateau de course en ligne. Et en fait, au niveau proprioception, c'est pas pareil parce que quand je vois des ligneux hyper, sans citer de nom, je vais pas pointer du doigt qui que ce soit, mais hyper à l'aise dans leur bateau de course en ligne, ils peuvent mettre la jupe, l'enlever, boire, enlever leurs freins, se déshabiller au milieu d'un bassin comme ça, trop facile. Et moi, je suis pas du tout à l'aise dans mon bateau de ligne pour faire ça. Et qui, quand on rentre dans un bateau de descente, ont du mal à mettre leur jupe parce que c'est pas la même proprioception, j'ai l'impression, au niveau de l'assise et comment on est calé. Et ben ils sont beaucoup moins à l'aise. Et je pense en fait c'est plus comment c'est construit autour du bateau. Et ouais, je vais être beaucoup plus à l'aise dans un bateau de descente qu'un ligneux dans un bateau de descente. Mais eux, ils vont être beaucoup plus à l'aise dans un bateau de ligne qu'un descendeur dans un bateau de course en ligne. Je pense que c'est vraiment question d'habitude et au plus longtemps t'en as fait, au plus tu seras à l'aise dedans, quoi. Mais c'est censé être plus stable. C'est comme un bateau de slalom, c'est plus stable qu'un bateau de descente. Donc, c'est censé être plus stable, mais quand même, les ligneux, ils sont pas non plus très à l'aise dans des bateaux de descente. T'as quoi, toi, comme bateau pour la course en ligne? Un bateau bien stable. Alors, jusque-là, j'étais en Fighter 09 en Plastex, une très vieille construction qui est vraiment stable et qui est dans un peu ce qu'on a dit une poutre ancrée dans un rail qui garde bien sa ligne et dans lequel je peux vraiment m'exprimer. Et là, cette année, Plastex a sorti un autre bateau, ils appellent ça le Bullet 2020, qui est aussi très très stable, mais un peu plus nerveux, qui a un peu plus de volume au niveau du pont. Et du coup, cette année, je vais m'orienter vers ce bateau-là parce que il y a un peu plus de volume à l'avant et quand le bassin est un peu démonté, j'ai l'impression du coup qu'il peut être plus facilement sortir des vagues et être plus stable, on va dire, enfin plus facilement s'exprimer quand le bassin est un peu démonté. Donc, c'est pour ça que je m'oriente là-dessus. Après, dans mon 09, j'étais un peu comme dans un bon paquebot, là. J'étais vraiment bien. Bon, ça reste très instable, hein. Mais voilà, j'étais plus dans Plastex. Après, comme je l'ai dit, j'ai souvent changé d'embarcation, enfin, entre la descente et la course en ligne, j'ai souvent changé de bateau et je m'adapte très, très vite. Je sais que quand on part en stage, si j'ai un Elo, genre souvent j'ai eu un Elo, un Cinco, un Quattro, un V3, et ben genre j'arrivais à faire des super séances dedans aussi. Je pense qu'il faut accepter que c'est pas le même bateau, de pas avoir les mêmes sensations et arriver à quand même avoir le même schéma moteur et à s'exprimer. Et à partir du moment où on arrive à faire cette gymnastique-là, je pense que c'est assez simple de changer d'embarcation et de retrouver ses repères, même si je pense qu'il faut quand même 2-3 séances pour bien se remettre dedans et à s'approprier vraiment ce nouveau bateau. Tout à l'heure, tu parlais des Jeux Olympiques qui étaient une sorte de rêve pour toi. Tu y as déjà participé en 2016. Ouais. Comment c'était? Eh bien, en fait, dans mon projet, je m'étais dit, je vais être championne du monde avant d'aller au jeu. Sauf qu'arrivé en septembre 2015, j'étais toujours pas championne du monde. J'étais vice-championne du monde ou troisième, mais j'avais pas encore gagné. Mais il y avait aussi cette idée de Jeux Olympiques qui était là, et je me suis dit, j'ai quand même envie de voir ce que c'est des sélections olympiques. J'ai vraiment envie de tenter ma chance aussi pour les Jeux, et c'est mort, cette année je fais les deux, quoi. Et donc j'étais vraiment un peu, j'y suis allée sans grandes attentes, mais avec énormément d'envie et envie de me battre et de décrocher ma place quand même. Et donc ça a été aussi une surprise. C'est pas comme quand ça fait 4 ans que on prépare ça et que voilà, c'est les Jeux et on y va. Et donc quand je me suis sélectionnée, c'était un peu une surprise, et voilà, il a fallu un peu de temps pour m'y faire, mais j'avais aussi
les mondiaux de descente qui étaient pas loin. Donc, au début, j'étais là, on m'a dit, bah, faut que tu choisisses, soit tu vas aux mondiaux de descente, soit qui sont 1 mois et demi avant les Jeux, soit tu vas aux Jeux en K4. Et du coup, j'étais un peu genre, mais je peux pas faire les deux, s'il vous plaît, faites-moi faire les deux. Et je sais que le head coach à l'époque, c'était Vincent là, il m'a dit, ok, Manon, tu fais. Enfin, à l'époque, c'était le DEF, le directeur des équipes de France. Il me fait, ok, Manon, je te laisse aller au mondiaux descente parce que c'est vraiment un projet qui compte pour toi. Mais tu vas, cette fois, c'est pour ramener l'or. Et je suis, ok, pas de problème. Et cette année, j'ai gagné. Et j'étais là, ouais, genre vraiment, je me suis dit, mais là, on t'a donné ta chance, tu lâches rien et t'as pas le droit de crier cette cartouche-là. Et j'y suis vraiment, genre, j'ai enfin gagné. Et après, derrière, pour les Jeux, je me suis dit, bah là, c'est bon. J'y suis allée vraiment la tête froide, la tête reposée. Mais par contre, ce qui était un peu, ce que j'expliquais, c'était la première année où j'étais en équipe de France de course en ligne, parce qu'avant, mon projet était vraiment dans la descente. Et cette sélection, c'était aussi un peu une surprise. Et j'ai intégré un kayak 4 places. Donc, voilà, il a fallu un peu... c'était un peu délicat comme situation. Tu prenais la place d'une fille qui aurait dû être là normalement? Exactement. Bah, qui a eu le quota l'an dernier, quoi. Donc, Ok. parce que je l'avais battue sur les sélections. Et donc, c'était assez compliqué, en fait, dans l'approche de la compétition, dans cette compétition-là, qui était cette échéance terminale-là, en kayak 4 places des Jeux Olympiques. Mais à côté de ça, le monde, l'univers des Jeux Olympiques, mais c'est un truc de dingue. Enfin, moi, c'est tous les 4 ans, mais c'est démesuré. Genre, l'ambiance qu'il y a, l'énergie qui ressort ça et la couverture médiatique qu'on a, c'est le seul moment où on a de la visibilité sur notre sport et en fait, ouais, tout ce que ça en dégage, faire une compétition en même temps que notre échéance terminale et en même temps que d'autres sports et pouvoir les côtoyer, le village olympique, le club France. Franchement, c'est une expérience, mais genre inimaginable. Donc, il y avait un peu ce paradoxe-là entre cette compétition où on a préparé le bateau en 3 mois, qui a un peu, voilà, qui était un peu compliqué. Mais à côté de ça, l'univers olympique qui est complètement démesuré par rapport à toutes les autres compétitions qu'on a pu faire. Et mon cœur balançait en fait. C'était vraiment, c'était assez bizarre, mais j'en garde de cette ambiance olympique, de cette expérience des Jeux Olympiques, j'en garde un excellent souvenir. Par contre, en termes de réalisation de compétition et de la course, bah là c'était un peu plus compliqué. Mais bon, je pense que c'est sûr. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Bon, je te dis, c'est sûr que ça va me servir pour plus tard, quoi. Tout est utile pour après avancer et s'en servir pour progresser et encore passer des caps, quoi. Et c'est sûr que ces jeux, je les oublierai pas et je ferai tout pour pas reproduire les erreurs qu'on a pu faire dans l'approche de cette compétition, en tout cas. Tu disais qu'après avoir été championne du monde de descente, tu te consacrerais à la ligne. Et je crois que tu as continué la descente après. Oui. Oui, parce que petite subtilité, attention, roulement de tambour. À la descente, il y a la classique et le sprint. Et j'étais championne du monde de classique et pas de sprint. J'avais fait 2 sur les sprints, 2 ou 3, encore une fois. Et je voulais vraiment être championne du monde dans les 2, en fait, me dire bah ouais, j'ai tout gagné à la descente. Genre ça y est, je peux tourner cette page et sans scrupule, sans me dire que je suis passée à côté de quelque chose et du coup et surtout en 2017, les mondiaux c'était à Pau, quoi. Là où j'étais en pôle espoir, le bassin, j'étais l'une des premières à avoir navigué dessus. Donc comment ne pas faire de championnat du monde à la maison, quoi. Et du coup et en plus de ça, c'était au mois de septembre, donc c'était 1 mois après les mondiaux de course en ligne, donc ça c'était compatible, c'était faisable. C'était juste les sélections où c'était un peu
showtimes, mais c'est quand même bien passé et c'est pas facile en fait. Les calendriers sont pas toujours compatibles, donc faut arriver à jongler et dès le début d'année arriver à dire bah ça c'est la priorité et ça bah on le met en second plan. Donc si ça rentre dans la planif, on l'intègre et si ça rentre pas bah tu vas avec ce que tu peux et puis tu fais avec ce que tu as et tu donnes tout malgré que tu sois pas sur un pic de forme quoi. En tout cas pour les piges, c'est ce qui s'est passé de descente et c'est passé. Et après, par contre, une fois que les mondiaux de course en ligne étaient passés, bah là j'avais 1 mois et demi de préparation pour vraiment tout lâcher sur les mondiaux qui étaient à Pau. Mais et j'ai pas gagné, j'ai voilà, fait c'est deuxième. pas vrai parce que t'as refait en 2018. Exactement, j'ai fait deuxième derrière Claire Brun, mais déjà c'était une course de dingue et et genre par rapport à ce que je travaillais et les résultats que j'avais fait les autres années, déjà je partais avec un statut de leader comme j'étais vice-championne du monde en titre de l'an dernier. Et en plus de ça, j'avais gagné les qualifs. Et souvent, bah, ça met énormément de pression. Et c'était un peu une victoire aussi personnelle, même si je fais deux et que j'avais pas gagné. J'étais hyper contente de cette course parce que personnellement, j'avais fait une super course au vu de la pression que j'avais. Et j'étais contente parce que là-dessus, j'avais vraiment passé un cap. Et puis en plus, bah, c'était Claire qui gagnait, donc j'ai quand même eu la Marseillaise sur le podium, donc et elle a fait une super manche et je sais comment elle bosse et son parcours et depuis 2012 elle n'avait pas gagné et donc pour elle aussi c'était énormément d'émotions et ça restait un super beau podium, donc je en garde vraiment un bon souvenir et j'ai aucun regret sur cette course. Par contre ça a été dur après de se dire bah là qu'est-ce que je fais quoi, parce que mon objectif c'est quand même de faire une médaille au jeu. Et faire les deux, ça fatigue énormément. Et là, les mondiaux de descente, c'est après une semaine de pige, 2 semaines de Coupe du Monde. Là, on est censé avoir une semaine de récup, mais non, ça sera les mondiaux de descente. Et juste après, il y a les championnats d'Europe de course en ligne. Donc, ça fait 5 semaines de compétition. Et ça a été vraiment difficile à me dire quelle décision je prends. Est-ce que je tente, c'est la dernière année où je tente d'aller chercher ce titre de championne du monde? Ou est-ce que bah je mets à fond dans la course en ligne quoi. Et les coachs ils m'ont toujours soutenu, Fred et même JP ils m'ont toujours énormément soutenu à faire les deux parce qu'ils savaient que je m'épanouissais et que j'arrivais à performer dans les deux. Mais là cette année en 2018 ils m'ont dit bah là t'es à 2 ans des Jeux, faut arriver quand même à bien te recentrer sur la course en ligne. Et chaque année je faisais beaucoup moins de descentes au profit de beaucoup plus de courses en ligne depuis 2016. Et là, 2018, bah c'était un gros challenge et bah je leur ai dit bah non, genre je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais moi je peux pas, je veux me laisser encore l'opportunité en fait d'être championne du monde de descente sprint et en plus de ça bah genre c'est de la classique, les mondiaux de classique c'est tous les ans et genre la rivière c'était Miotatal, c'est une super rivière, j'adore les rivières alpines, enfin genre vraiment je leur ai dit c'est la dernière année, genre ok je le fais mais genre vraiment ça sera tout ou rien et du coup bah ils m'ont dit ok, une fois que je leur ai dit de toute manière quoi que vous disiez je ferai les deux même si vous n'êtes pas d'accord, et ben là ils m'ont suivi et je sais pas comment j'ai fait au jour d'aujourd'hui, et quand j'en parle je me demande mais comment c'est possible. C'était l'une de mes plus belles saisons en fait. J'ai fait 5 semaines de compétition mais de dingue, genre avec les sélections, les piges de course en ligne où j'avais énormément de pression. Après, on a commencé à construire le K2 avec Sarah sur la première Coupe du Monde. On a fait un podium sur la deuxième Coupe du Monde. Après, bah là, j'étais partie sur les championnats du monde de descente, donc ça faisait 3 semaines que je faisais la course en ligne.
j'avais pas navigué sur cette rivière. Il fallait que je la prenne en 2 jours. En plus, sur nos sur nos avions, il y a eu un problème. Du coup, je suis arrivée une journée plus tard. Il a été annulé parce qu'il y avait une tempête. Mais là, Letty, elle m'a super bien coachée et il y avait une super bonne dynamique au niveau de l'équipe et j'ai fait l'inverse de 2016, quoi. J'ai gagné le sprint et j'ai fait 2 sur la classique et c'était vraiment des mondiaux de dingue. Et mais là, après un mois de compétition, il y a les championnats d'Europe et il y a le K4 et le K2 qui, genre, tu peux dire, OK, genre, ta semaine de récup, c'était les mondiaux de descente. Maintenant, tu te remets à fond et tu peux pas les abandonner. C'était ton choix et là, mais tu lâches rien, t'en peux plus, mais tu vas à l'énergie et tu te surpasses. Bon, le K4, on est un peu passé à côté, mais et le K1, bah, on a fait championne d'Europe, on a fait une super course. Et après, peut-être aussi qu'il y avait un peu moins de concurrence, tous les bateaux n'étaient pas là, mais ça reste quand même une super course, un super podium. Parce que les filles qui complètent le podium, c'est celles qui sont en battle aussi, 3e, 4e place sur les derniers mondiaux. Donc ça restait quand même un bon championnat d'Europe. En fait, je sais pas comment j'ai pu faire ça avec le recul. Genre, c'est facile de dire, ouais, j'avais envie de leur dire, je leur ai dit, ouais, j'y vais et j'y arriverai. Mais c'était d'autant plus stressant et je sais pas comment j'ai fait. Et c'est facile après de dire ouais, j'avais de l'énergie et c'est passé. Mais sur le coup, c'était pas facile et si c'était à refaire, je sais pas si j'arriverais à le refaire. Je sais pas comment ça se fait que là toutes les étoiles étaient alignées et que tout s'est très très bien passé. Mais en tout cas, voilà, là c'était ma dernière course, en tout cas internationale en descente. Et là, je me suis dit, bah, c'est bon. Je peux partir tranquille et j'ai l'impression d'avoir tout fait. Et là, je peux aller à fond dans la course en ligne. Et après, je suis partie à fond dans la course en ligne, quoi. Mais j'avoue quand même que l'an dernier, c'était mes premiers championnats du monde que j'ai vus de loin, que je vivais pas en tant qu'athlète assez haut et c'était pas facile. C'était pas facile et ça me donne presque envie de revenir d'en refaire, surtout s'il y a des mondiaux à la maison qui arrivent bientôt. Pourquoi pas? Bah, je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tu es très forte d'un point de vue aérobie. Donc, en fait, tu as une caisse qui fait que tu arrives à enchaîner. Donc, encore une fois, c'est facile à dire après, mais tu as des capacités, en tout cas, de récupération qui sont supérieures à la plupart. Bah là, je sais pas si c'est que l'état physique qui rentre en compte. Je pense le mental, il fait énormément. Il y fait énormément. C'est lui qui permet aussi d'occulter certaines, la fatigue, j'ai envie de dire. Parce que je pense la semaine d'après, j'étais malade, j'étais rincée au bout des chaussettes. Le mois de juillet, j'ai un peu pêché avant de revenir. Et c'est bon, j'ai eu mon pic de forme pour août, mais j'ai dû me battre pour revenir aussi physiquement. Je pense que ça laisse des séquelles. Et c'est aussi, je pense, ce qui m'a permis de dire, bah oui, quand même, ça me fatigue et si je veux vraiment perfer parce que genre j'ai pas du tout de marge en course en ligne, et ben il faut vraiment que j'optimise tout ça. Donc je pense qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental qui intervient énormément et un peu cette insouciance et ce grain de folie que j'ai envie de dire mais non mais ça me passionne, je peux pas dire non aux deux quoi. Et tant que j'avais cet objectif et ce titre à aller chercher, et bah je pouvais pas tourner la page sereinement et me dire je vais à fond dans la course en ligne sans ne pas faire de descente, sans pas tenter ma chance une dernière fois pour aller chercher ce titre quoi. Je rebondis encore une fois sur le côté aérobie. Ouais. Si je comprends bien, si j'ai bien suivi, tu fais un K2 donc avec Sarah sur le 500 Ouais. mètres. Ouais. Donc ça implique c'est pas trop un effort aérobie. Ouais, exactement. Donc Exact. donc toi si je comprends bien, tu me corriges, tu préfères les séances aérobie, mais là tu es obligé de t'entraîner comme une sprinteuse.
Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. En fait, mais en fait, ça c'est quand même déjà, j'avais un peu commencé ça entre la classique et le sprint en descente. La classique, c'est un effort de 15 minutes, 20 minutes selon les classiques. Et le sprint en descente, c'est 3 manches de 1 minute. Donc, forcément, c'est pas la même préparation. Après, il y a des similitudes. Si tu arrives à avoir de l'essence en eau vive et si tu arrives à bien faire glisser ton bateau, en descente, tu arrives à faire facilement la bascule. Mais en fait, j'ai l'impression que en fonction de mes objectifs, en fonction aussi du profil de rivière des championnats du monde qu'il y avait en descente, je m'entraînais pas de la même manière sur l'année. Et c'est pareil en course en ligne. À partir du moment où j'ai eu un projet en course en ligne, bah mon entraînement c'était pas pareil. Et c'est sûr, par moment je m'éclate moins et parce que genre aller faire des bornes, un stage de ski de fond, ça m'éclate bien plus que faire un stage de muscu, mais qui va me permettre d'être meilleur en sprint derrière de course en ligne. Et en fait j'ai vraiment modifié mon entraînement. J'ai l'impression que mon envie de performer dans mes objectifs que je me donne me permet en fait de quand même trouver du, du plaisir dans le fait que je peux progresser dans des endroits où j'ai peut-être moins de facilité. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Ouais, non, mais je vois. Et j'ai l'impression, je te connais pas spécialement, mais de tout ce que tu dis, c'est que ton caractère fait Ouais, que tu t'adaptes pour rester ouais, sympa. Ton caractère fait que tu exactement. arrives à t'adapter, quoi. Oui, voilà. Ouais, ça fait beaucoup plus simple, exactement. Voilà. Mais oui, en fait, c'est ça. Genre, je, en début d'année, mon objectif, je le cible et je me dis, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à cet objectif-là? Et c'est sûr que l'aérobie, je viens de l'aérobie et ça me plaît énormément. Mais au jour d'aujourd'hui, de toute manière, si je veux être forte en 500 ou en 200, parce que pour du K2 ou du K4, il faut des qualités très explosives et ça se voit très bien sur du 200 mètres où c'est vraiment des qualités d'explosivité qui rentrent en compte plus des qualités techniques. Et ben en fait, il faut que je travaille ces points-là pour pouvoir être performante. Et du coup, bah, j'ai vachement réduit l'aérobie au profit de beaucoup plus de travail en salle et beaucoup plus de séances courtes avec du frein sur l'eau, beaucoup plus de technique, beaucoup plus de vitesse. Donc, mais ça se fait progressivement aussi parce que tu peux pas faire tout d'un coup. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense que mon corps, il a eu du mal là l'an dernier avec vraiment mes douleurs musculaires à l'effort et genre on a fait un cycle excentrique, un muscu, même les cycles force, je ne dormais plus le soir. En fait, je n'arrivais plus à dormir. J'étais encore en train de me dire, mais là, faut que je soulève une barre ou faut que. Et du coup, on a appris à jauger là, l'aérobie, on l'a vachement plus coupé, à en mettre un peu plus soin. C'est 20 minutes par-ci en footing. Et ça m'aide aussi à récupérer. Et du coup, voilà, on s'est un peu adapté et d'année en année, j'ai réussi à vraiment à changer mon profil. Je reste un profil très aérobie, mais je deviens quand même de plus en plus musculaire là-dessus et ça se voit sur les photos où quand j'ai commencé la ligne, quand je faisais des photos, on a fait des photos dans le K4 au milieu des filles, je paraissais toute gringalette et là c'est bon, je me fonds bien dans le paysage. Donc on voit aussi que faut laisser aussi le temps encore de changer et d'évoluer. C'est frustrant parce que moi, j'ai pas envie d'être patiente. J'ai envie de performer tout de suite. Et je sais pas si ça va marcher, hein. Mais parce que pour le moment, la médaille olympique ou même médaille en championnat du monde, on l'a pas. Et je pense qu'il y a encore du boulot. Mais en tout cas, je fais en sorte de mettre toutes les chances de mon côté et d'optimiser tout ce que je peux et d'adapter vraiment ma planification et ma manière de voir l'entraînement en fonction de mes objectifs et des qualités qu'il faut avoir pour les atteindre. Est-ce qu'il y a des séances d'entraînement que tu vas détester sur le papier? Oui. Ah oui. la, la muscu. Voilà, Ah, la muscu, t'aimes pas du tout la Ah muscu ouais, alors? désolée, mais je déteste ça. C'est vraiment un effort que
Et c'est dur, en fait. Qui est trop court pour toi, quoi. Bah, c'est pas le fait que ce soit court, je pense, c'est la sensation que j'ai sous une barre, quoi. C'est musculaire, c'est dur, c'est pas. Moi, j'aime bien quand c'est le cœur qui tourne et puis c'est quand je sens que mon cœur il bat fort et tout, et pas quand je suis en train de casser de la fibre sous une barre, quoi. C'est c'est vraiment ouais cette sensation que de la pratique en fait de ce sport-là que j'aime pas en fait. Mais au bout d'un moment, tu es obligé, comme on en fait énormément, de prendre un certain plaisir là-dedans. Et j'essaie de trouver des ouvertures ou de me dire non mais Fred, le coach, il aime bien dire non mais ça c'est la machine à raccourcir le 500, tu vois. Où je me dis mais ça va me servir en bateau, ça va me servir en bateau et je me fais beaucoup j'essaie d'y aller avec énormément d'énergie en me disant mais non ça c'est bon pour le bateau et de trouver des stratèges pour essayer de trouver un peu de plaisir là-dedans. Mais l'hiver, c'est plus facile de trouver du plaisir parce qu'on se dit, il fait froid dehors, ça va être dur, allez, on va en salle, au moins on sera au chaud. Mais ouais, c'est pas facile. C'est vraiment un effort qui me plaît pas. Physiquement, à titre d'information, quelles sont tes meilleures performances en muscu? Je n'ai jamais soulevé plus de 85 kilos. Sur du coucher ou du Du planche? DC, ouais, développé de coucher et tirade de planche. Je suis hyper équilibrée. Mais par contre, tu me dis si j'ai une connerie, mais dès que c'est les efforts, par exemple les tests de 2 minutes, là t'es une bête, quoi. Là tu crames pas, quoi. Ouais. Beaucoup. Ouais, franchement, c'est un effort qui me plaît un peu plus où tu mets. Ça reste très musculaire quand même à la fin, mais ouais, j'ai toujours eu plus. J'étais plus dans la moyenne, on va dire, ou dans un peu plus facilement dans le top 5 quand c'était de l'endurance, sur des exos d'endurance. Mais par contre, tout ce qui est résistance lourde ou force, la force, c'est vraiment pas mon truc. La puissance, j'arrive à progresser, je vois vraiment des évolutions. Mais après, le reste, vitesse, force, c'est un peu plus dur. Et tu sens finalement que la muscu, elle t'aide pour le bateau? Parce que tout à l'heure, tu parlais de séance de frein. Donc, où tu fais déjà en fait de la muscu sur le bateau, quoi. Ouais, tu sens exactement. Que la muscu en salle t'aide, la muscu en salle t'aide quand même sur l'eau? Alors, ça reste un mystère pour moi. Je sais pas si aussi ma technique a évolué. Et du coup, je suis beaucoup plus gainée en bateau et le fait de faire du frein ou de la muscu en bateau va m'aider à plus me muscler et qui va m'apporter pour la muscu. C'est aussi toutes les séances de gainage et les déchires que je me mets en muscu qui va aussi m'apporter en bateau. Je pense que c'est lié. C'est un peu des deux. T'as pris du poids en prenant du muscle? Ouais. Ouais, mais ma masse grasse reste pareille. Ok, ouais. Donc, combien t'as pris de kilos en fait, ma masse grasse a diminué, mais mon poids a un peu augmenté d'année en année. J'allais dire par rapport à 2016 où tu étais crevette dans le bateau. Non, oui, à 2016, j'étais, on va dire, vers les 60 kilos. Et là, je suis plus vers les 63 kilos. Mais par contre, ma masse grasse a diminué. Ok, ouais, donc tu as pris un peu plus alors. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, tu disais parler des. Ça se fait pas de demander le poids d'une fille. Hein. Bravo. Non, mais si tu pas connu, tu fais 1m69. 68 et demi, mais ouais, 69. Ok, bon. Wikipédia s'est trompé, elle a marqué 1m69. On met toujours un peu plus. On a arrondi, c'est la technique des actrices et acteurs américains. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais des conditions difficiles en hiver. Là, vous êtes à Séville, mais j'ai vu que tu avais fait un stage l'année dernière en Australie. En Australie. Comment ça s'est passé? Vraiment bien. Enfin, l'Australie, ça faisait déjà 3 fois que j'y allais. C'est 3 fois. Ok, ouais, donc c'était une habitude l'Australie alors. Ouais, pour l'hiver, c'est vraiment bien. Genre, parce qu'en fait, c'est facile de s'entraîner, de faire des bornes là-bas quand il fait chaud.
Les journées sont plus longues aussi, donc on peut plus facilement espacer les séances. Et il y a surtout on s'entraîne avec l'équipe d'Australie. Et du coup, ça fait une bonne émulation internationale. Et souvent, il y a beaucoup d'Européennes qui vont. Et je sais que l'an dernier, il y avait les Slovènes, les Autrichiennes, les Suédoises, plus les Australiennes. Et il y a l'Open de Sydney aussi qui est là-bas. On est sur la Gold Coast, mais on va sur la compète à Sydney, enfin Penrith, qui est juste à côté. Et, euh, et du coup, ça fait une compète internationale en février. C'est plutôt cool. Même si on n'est pas du tout sur notre pic de forme ni rien, ça fait reprendre les compètes aussi un peu plus tôt et toucher et voir un peu se jauger au niveau internationalement. Donc, j'aimais beaucoup aller en Australie. Après, c'est vrai que à chaque fois, faut partir longtemps et faut arriver faut bien faire le décalage horaire. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous préparait pour Tokyo, où c'est le même décalage horaire quasiment, à 2-3 heures près. Donc, c'est plutôt bien. Tu dis vous partez longtemps, vous étiez parti combien de temps? 6 semaines? Plus? Ouais, 2 mois. 8 semaines. 2 mois, ok. Ouais, 2 mois. Et est-ce que les Australiennes et les Australiens s'entraînent différemment des Français? Ouais, carrément. Parce que eux, leurs sélections sont en février et ils font énormément, enfin, ils font plus d'intensité que nous, enfin, plus tôt, quoi. Et on avait l'impression qu'en janvier, elle commençait déjà à se mettre des déchires. Parce que la première fois où on est allé, on s'est dit, bon, on fait leur planif, quoi. Et enfin, ça nous a choqués. En janvier, on commençait direct l'intensité, c'était pas facile. Et du coup, au moins, ça a stimulé un peu notre corps, ça nous a sorti de notre routine, c'était intéressant. Mais après, ça dépend en fait comment on fait la planif à long terme. Et j'ai l'impression qu'au final, on arrive tous en forme sur les Coupes du Monde et sur les mondiaux. On a tous 2 pics de forme. Les Australiens, du coup, ils disent qu'ils en ont 3, un en février, un en mai et un en août, mais qu'ils arrivent un peu rincés à la fin de la saison, mais ils sont quand même présents et bien là. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait de recettes ou la même manière de s'entraîner. Il y a des grandes similitudes dans beaucoup de choses qu'on fait, mais il y a aussi des petites différences. Mais au final, j'ai l'impression que ça donne à peu près le même rendu et ça sera plus au mental parce que notre corps, physiquement, une fois qu'il est entraîné, il n'y a pas 50 manières de le faire. Et après, par contre, pour se démarquer sur les centièmes, les dixièmes, ça se joue dans la tête. Tout à l'heure, tu es rentré assez tôt au pôle de Toulouse. Ouais. Est-ce que tu as gardé le même entraîneur depuis que tu y es? Ouais. Après, notre relation, elle a évolué. Quand je suis arrivée en junior, et j'étais à la descente, il avait une quinzaine d'athlètes. Donc, il s'occupait vraiment ça fait beaucoup de monde. Et du coup, il y avait un groupe jeune et un groupe senior. Et il disait, en début d'année, je vous suis un peu plus, vous les jeunes, pour lancer les bases. Mais à l'approche des compètes et surtout de fin de saison où il y a les mondiaux seniors et tout, je vais vraiment plus être avec les seniors. Donc, on avait aussi, et comme il avait énormément d'athlètes, et qu'il y avait plusieurs groupes, on avait aussi énormément d'autonomie. Et donc, je me suis un peu formée comme ça, dans un groupe de jeunes, où on se motivait, on se donnait des retours entre nous quand il n'y avait pas de coach et tout. Et après, je suis vite devenue senior. Je suis allée dans le groupe senior des grands et tout. Des grands, ouais. Et du coup, c'est là, j'étais quand même la jeune senior. Et du coup, il était quand même plus avec ceux qui étaient potentiels de médailles, mais j'ai fait vite des médailles. Donc, et puis le groupe aussi, il y en a. Les plus anciens ont arrêté et de fil en aiguille, je suis devenue la plus ancienne. Et quand ça fait 10 ans que tu te connais, tu crées un certain fonctionnement. Donc, et au final, à la fin, il y a un moment, j'étais presque toute seule. Et là, notre relation, elle a encore évolué, où vraiment, on n'est plus que 2-3 et avec des niveaux un peu plus écartés et des différences de niveau. Et du coup, ouais, ça faisait un peu une relation vraiment privilégiée.
Et puis après, bah, ça s'est rouvert et là, le groupe s'est agrandi. Je suis passée à la course en ligne. Lui aussi, il est devenu coach de la course en ligne des filles. Il y a, bah, Léa qui est venue à Toulouse, Max aussi. Et il y a les marathoniens aussi. Là, il y a les jeunes qui sont aussi à Toulouse. Donc, le groupe s'est réagrandi. Donc, ça a encore aussi un peu changé nos rapports. Donc, ça a évolué. On n'est jamais tombé dans notre même routine, quoi. Donc, c'est ça aussi que je trouve ça bien. Et puis, il y a aussi JP qui était sur le pôle de Toulouse et qui intervenait aussi au début. Donc, ça complétait vraiment les retours que je pouvais avoir avec Fred. Et aussi, ce que je trouve génial, c'est qu'il m'a toujours poussé quand on était en stage de descente. Il me disait, bah, je te coach pas en stage, il y a d'autres coachs et comme ça, tu vas aller vers eux et tu auras d'autres pistes parce que moi, j'ai pas la science infuse et ça se trouve, ce que je te dis, bah, ça te parle pas du tout et bah, Pierre-Paul ou Jacques qui entraînent dans d'autres structures, bah, peut-être ça va plus te parler et ça va te donner des pistes, t'essaies et on en reparle après et on voit si c'est bien ou pas et je trouve ça génial en fait parce que ça m'a permis aussi à rester ouverte à d'autres propositions, à pas m'enfermer, à nous deux, ne pas nous enfermer dans cette manière, il n'y a que ça qui marche, il n'y a que ça qui est vrai et voilà quoi. Donc, Est-ce que c'est je sais pas, comment classique qu'un entraîneur de descente devienne un entraîneur de course en ligne? non, bah, JP l'avait fait un peu avant, mais j'ai pas assez de recul pour savoir. Ouais, je dirais, Mais parce que je moi, pense pas. ça me semble original. C'est pour ça. Ouais, après la technique de glisse, ça reste pareil, l'approche de la compétition, c'est comme bah Yannick Agnel qui va coacher du e-sport en fait. J'ai l'impression que les grands principes du sport, ça reste pareil, la recherche de perf reste pareil. C'est comme les entreprises, c'est facile de faire le parallèle entre nous qui avons des objectifs sportifs et des grandes entreprises qui ont des objectifs de résultats aussi. Et en fait, c'est à peu près la même démarche. Et quand même, entre la descente et la course en ligne, il y a des grandes similitudes, en tout cas de glisse, de faire avancer le bateau. Et je trouve ça enrichissant, en fait, parce que ça fait souvent, bah, les ligneux forment des ligneux et on reste aussi un peu enfermé dans ce qu'on a appris et c'est un peu plus difficile de s'ouvrir. Tandis que là, bah, on vient de la descente, on a une certaine façon de fonctionner et à la ligne, il y a une autre façon de fonctionner. Bah, tu mixes les deux et ça peut que être enrichissant en fait. La, c'est le pouvoir du collectif. Il n'y a pas qu'une seule personne qui a toute la science infuse et la richesse bah, du collectif est bien plus instructif et enrichissante que quand tu es tout seul et ton individualité en disant bah non, moi, il y a que ma recette qui marche et bim bam boum, ça sera ça et voilà quoi. Donc, Pourquoi tout le monde vient à Toulouse? bah, Tu peut-être dis pour ça. à un moment, vous étiez que trois, et donc là, je vois, bah, justement, comme je suis de loin, je vois que tout le monde vient à Toulouse. Le bassin est si bien que ça? Non, le bassin il est pourri. Il y a C'est du vrai? courant, il y a du courant, il y a des marmites, par moments il y a des crues. Mais je pense c'est c'est une bonne ville étudiante déjà pour les jeunes parce que t'as les structures d'entraînement sont vraiment pas loin des écoles, des facs. Et donc ça, c'est vraiment cool. Donc on perd très peu de temps dans les transports. Tout se fait en vélo. Et après, on n'est pas loin des Pyrénées. Donc, pour tous ceux qui aiment les sports de pleine nature et aller faire des randos à la montagne, les sorties ski de fond l'hiver, même du ski de piste, franchement, c'est juste génial. On est vite à la campagne aussi à côté. Et puis, j'aime bien l'ambiance, justement, qui est... l'ambiance et la dynamique qu'il y a à Toulouse aussi peut-être fait la différence. J'en sais rien. J'en sais rien parce qu'il y a quand même des bonnes ambiances dans les autres structures, mais ça fait très convivial en tout cas à Toulouse et c'est ça que j'aime. Je pense que les gens viennent chercher et aussi bah les coachs. Je pense souvent ils ont bah je sais que Léa et Max, bah, Léa, elle en parlera très bien elle-même,
mais elle a fait Rennes, après elle a fait Paris, et du coup elle s'est ouverte aussi à d'autres entraîneurs, elle a énormément appris d'eux, et je pense qu'elle avait envie de trouver autre chose et d'avoir une autre vision, et dans sa démarche, Toulouse avec Fred comme entraîneur, et semblait aussi très bien lui convenir, et je pense Max aussi. Donc je pense pas que Toulouse soit mieux qu'une autre structure. Moi, je sais juste que je m'y retrouve bien et que j'y suis bien. Il y a ma famille qui est vraiment pas loin. J'adore l'aérobie et les autres sports de pleine nature, et aller faire une journée à la montagne. Par moi, ça coupe la semaine et l'impression d'être en vacances. Donc, en tout cas, moi, je sais pourquoi j'aime être à Toulouse et que j'y suis. Et je sais pas pourquoi on va parler alors. C'est cool. Tout à l'heure, tu parlais du ski de fond et on n'en voit pas trop fait par les kayakistes, mais je sais que dans des vieux bouquins que j'ai, les kayakistes de descente faisaient beaucoup de ski de fond l'hiver. Tu parlais de ski de fond, est-ce que tu en as fait beaucoup auparavant? Actuellement, je pense que t'en fais plus trop vu que tu dois plus trop faire d'aérobie, mais est-ce que c'est un truc que tu as vraiment fait abondamment? Ouais. On a des stages de ski de fond où on y allait une semaine. Enfin, on faisait un gros bloc c'est au Pôle France de Toulouse quand je suis arrivée, où on m'a appris à faire du ski de fond. C'est le directeur du pôle de l'époque, François Martinez, Paco, qu'on appelait tous Paco, qui est prof de ski aussi et qui m'a appris à faire du ski. Donc c'est là que sur nos semaines en fait, vraiment où c'était que du ski, on faisait des bornes en ski, et là en fait, si on a quand même on a trouvé un équilibre entre développement musculaire et aussi un peu aérobie plaisir aussi. Et du coup, on essaie d'y aller quand même une fois par semaine dans la prépa hivernale, ou en plus de la muscu, quoi. Donc ouais, j'essaie d'y aller régulièrement, et pendant les vacances, c'est les vacances, donc je fais ce que je veux. Donc je vais faire du ski. Mais Est-ce que tu... j'ai pas une très bonne technique, mais j'ai la caisse, alors je pousse sur les bras et ça va bien. J'allais te dire, est-ce que si tu fais beaucoup d'aérobie, tu sens que tu perds de la vitesse en bateau après? Non, Pas. euh, Non. je sens plus que c'est plus à la pause entre deux saisons, où là je fais un break sur la muscu et même un peu le kayak, l'entraînement. Mais j'adore courir, j'adore le sport, donc je continue à en faire, mais c'est surtout de l'aérobie. Et là, je perds énormément. Genre, je fonds musculairement, genre chasser le naturel, il revient au galop, quoi. Mais en bateau, non. Limite, j'ai de la fraîcheur musculaire, donc presque ça va, en fait. Mais si je fais ça sur une longue période, je pense, oui, c'est sûr, je vais perdre en termes d'explosivité. Si tu montes Étant pas donné que quelques j'ai un... semaines, Pardon. excuse-moi. Ouais, pas grave. J'allais dire, si tu montes pas quelques semaines en bateau quand tu reprends, ça va d'un point de vue stabilité, ou tu dois vraiment rebosser ou c'est Mais vraiment ancré? j'aime pas faire une pause. Du coup, souvent, c'était une pause de 2 semaines, mais le confinement oblige. J'ai dû faire la plus longue pause de toute ma vie. Et en fait, non, on en a fait tellement que ça revient vite. C'est comme si on disait, quand ça fait 2 ans que t'as pas fait de vélo, est-ce que tu arrives à en refaire? Bah oui, ça s'oublie pas. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc ouais, c'est juste si t'es pas entraîné physiquement, tu sens que c'est plus dur de rester gainé, de bien faire glisser, mais la technique, elle reste là, et comme la stabilité, quoi. C'est juste musculairement où on est un peu moins gainé, mais la proprioception, elle reste bien présente. Est-ce que tu as déjà eu des blessures en kayak? Pas en kayak. J'ai souvent eu des bosses sur la tête parce que je me retournais en descente et je tapais le fond de la rivière et que mon casque était un peu mal attaché. Mais non, je me suis plus blessée en dehors du kayak sur les footings avec les chevilles. En même temps, quand je faisais du basket, ça m'a fait des chevilles en carton à force d'avoir des entorses. Donc du coup, là, les chevilles, pareil, sur des footings, des choses comme ça. Et après, un muscu avec des mauvais positionnements
en décès, j'ai eu des inflammations du ligament acromioclave. Mais à part ça, et une petite déchirure au niveau du deltoïde antérieur, mais jamais en bateau, plutôt sur des exercices en muscu. Et au moins, ça t'apprend après à être bien placé et à avoir des meilleurs gestes et une meilleure posture. Là maintenant, normalement, dans moins d'un an, il y a les JO. Ouais. A priori, votre K2 avec Sarah a un gros potentiel. Est-ce que tu as un objectif précis en tant que compétitrice? Forcément, nous on s'entraîne pour je suis compétitrice, donc je m'entraîne pour la médaille et l'or, mais je sais que vu mon niveau, l'or, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça pour Tokyo, mais en tout cas pour Paris, c'est vraiment l'objectif. Et donc voilà, je suis vraiment là-dedans. Après, là, les sélections sont pas encore passées et on saura en mai vraiment si c'est notre K2 qui ira au jeu ou pas. Même si on est bien parti, on avait des points bonus qu'on a perdus cette année avec la finale des Open qu'on a faite en septembre. Mais en tout cas, ouais, là, on s'entraîne pour ça et pour aller chercher la médaille. C'est vraiment notre objectif et on a l'écrou pour aller la chercher. Donc après, on donnera tout et je sais pas ce qui y arrivera, si on y arrivera ou pas. Mais en tout cas, on s'entraîne pour ça, c'est sûr. Est-ce que vous faites beaucoup de K2 en plus du K1? En fait, là cet été, on en a fait bien plus que les autres années et on était vraiment contente. Mais là, comme elle est un peu blessée ou des choses comme ça, à cette période-là, on en fait un peu moins. Mais à partir de février-mars, on essaie vraiment de reprendre nos automatismes et d'en refaire plus. Chaque année, on a essayé en tout cas d'en faire un peu plus. Et là, on commence à vraiment se connaître et tout. Mais on fait quand même, on est beaucoup axé sur de la prépa en mono. Est-ce que tu vises une qualification en mono? Ouais, j'aimerais bien. Surtout que c'est compatible, là, le K1 500, le K2 et le K4, j'aimerais bien. Je sais pas si ça va vraiment dépendre des Coupes du Monde et ça va vraiment dépendre là où même moi j'ai la possibilité en fait de faire des perfs quoi. Si c'est juste pour m'aligner et me dire ouais allez je vais tenter d'aller décrocher une finale et puis ça va me prendre de l'énergie peut-être pour le K4 qui est après, je vais y réfléchir. Mais si je sens que j'ai vraiment, en fonction des résultats que je vais faire en Coupe du Monde, la possibilité d'aller chercher voilà, un podium et que c'est vraiment possible, et ben que ce soit en K2, en K1 ou en K4, si je peux faire les trois, moi, ça m'intéresserait énormément. Ou même si c'est pour prendre de l'expérience pour Paris, quoi. Mais ouais, en tout cas, mon objectif, il est dans les trois. Les qualifications se passent. Je sais comment ça se passe en slalom. C'est un peu pareil. En fait, il y a des piges et en fait, il faut gagner quoi. Ah, c'est compliqué. En fait, là, nous, ce qui est compliqué en course en ligne, c'est qu'il y a les histoires d'équipage. Et par moment, t'es compatible ou t'es pas compatible. En fait, c'est pas forcément que les deux premiers soient les deux meilleurs ensemble en bateau, même s'il y a des grandes chances. Mais selon comment tu pagaies, on n'a pas tous la même technique. Et du coup, par moment, t'arrives pas à t'exprimer quand t'es en bateau avec une autre personne qui a pas tout à fait, on se gêne plus qu'autre chose. Et donc c'est pas toujours vraiment compatible, mais grosso modo, ouais. En gros, si tu gagnes tout, tu es quasiment sûr de faire ce que tu veux et de choisir un peu tes coéquipiers. Et tu as beaucoup moins de possibilités de ne pas être dans un bateau ou pas. Mais là, en fait, c'est pour ça qu'il y a les Coupes du Monde qui rentrent en compte dans la sélection. Donc, il y a les sélections où il y a un classement et suite à ces sélections et aux courses des années précédentes, ils vont aligner des bateaux en Coupe du Monde et en fonction des résultats des Coupes du Monde, ils vont dire, ils vont faire les équipages et des résultats passés, ils vont dire ça sera ce K2, ce K4 et oui un K1 ou non on n'aligne pas de K1.
Ok. Ok, donc. Ah, donc à la sortie ouais, des c'est sélections, compliqué. En on fait, n'en il y a saura pas il y a plus. des calculs un peu. Ouais, ouais. Je vois. Exactement. Je vois. J'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé? Oh non, bah, franchement, on a bien fait le tour là. Est-ce que tu veux remercier certaines personnes en particulier ou tu as peur d'en oublier certaines et on le fait pas? Oh bah c'est sûr, je vais en oublier, mais ceux que je ne, enfin que j'ai vraiment envie de faire, c'est ma famille. Genre vraiment, je suis très famille, mais parce que si ils m'ont toujours soutenu et ils sont toujours à fond derrière moi et c'est vraiment un gros pilier pour moi là-dedans. Donc et par moments, je vois bien qu'ils font un peu des sacrifices pour mon plaisir. Donc et pour eux, ils le voient pas comme des sacrifices parce que pour eux, c'est normal de faire ça pour moi. Mais quand même, franchement, j'ai vraiment envie de les remercier parce que ils sont vraiment, vraiment top là-dessus et ils me soutiennent tout le temps dans les coups durs et tout. Ils sont toujours là et ils savent me faire sourire et me faire relativiser quand je suis au fond du seau. Donc, et partager à chaque fois les victoires que j'ai pu avoir avec eux, ça a toujours été les plus enrichissantes. Donc, vraiment, j'ai vraiment envie de les remercier et, et ils m'ont toujours soutenu. Donc, ouais, c'est sûr, je peux pas ne pas les remercier, quoi. Ok, bah super. Est-ce que tu as une recommandation à me faire pour qui doit passer après toi dans ce podcast en tant qu'interviewé? Ouais, bah, franchement, Tu veux pas te prononcer non plus? bah non, mais genre, nous, on se côtoie au quotidien et on apprend de chacun et tout le monde est hyper. Enfin, c'est très intéressant de discuter avec chacun. On a tous notre propre vision, notre propre parcours et et du coup, ça serait dur de vraiment choisir. Hein, donc, mais dans la continuité, je sais qu'on navigue ensemble depuis longtemps, bah depuis Rio et dans la continuité des fils, ça peut être très intéressant d'interviewer Léa qui juste derrière nous, qui a fait, bah j'ai fait Rio avec elle et qui là maintenant s'entraîne à Toulouse avec moi et qui pourra compléter certaines questions genre bah pourquoi elle est venue à Toulouse, pourquoi tout le monde descend à Toulouse, voilà. Donc je pense que ça va être cool. Ok, cool. Est-ce que je mets le lien de ton Instagram ou de ton Facebook pour ceux qui voudraient te suivre ou te contacter? Ouais, et peut-être je ferai un effort. Ouais, alors on peut me contacter sans problème sur Instagram. Peut-être je serai un peu plus réactive que sur ma page Facebook. Et peut-être du coup, j'essaierai de faire un peu plus de stories ou de choses comme ça. Mais faut prendre les photos, faut penser à prendre le téléphone. Sur l'eau, c'est pas facile. Moi, je suis pas à Ah ouais, l'aise. mais Je suis pas je très sais stable bien. dans mon bateau. Hein, donc si je peux garder mon téléphone en vie, c'est dur de le prendre avec. Faut que je missionne le coach. Tu tombes souvent en bateau? Non, je tombe pas souvent, mais franchement, genre pour moi, aller boire dans mon bateau de course en ligne, c'est pas tous les jours facile. Hein. Ou genre quand il y a la jupe, je m'accroche, je suis toujours contente. Claire Bren, elle s'est mise à la course en ligne aussi, donc c'est génial. Donc parce qu'elle est aussi à l'aise du coup dans le bateau de ligne que moi. Du coup, je suis là, Claire, elle fait ouais, on s'accroche pour pouvoir boire, pour pouvoir mettre le frein ou des trucs comme ça. Tandis que les autres, elles sont à l'aise, là, elles changent leur frein, bim bam boum. Donc voilà, non, voilà, c'est marrant. Ok, bah super. Bah merci à toi pour tout ce temps. C'était super. Bah, Et avec puis plaisir. bah peut-être à bientôt. Oui, pas de problème. Salut Manon. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, soyez forts et à la semaine prochaine.